Le programme de la matinale 6-9 de Gabon 24 se poursuit cette fois-ci pour l'invité plateau. Vous le savez, le Gabon va suspendre ou supprimer, c'est selon, les subventions sur les produits pétroliers, ce à partir de janvier 2026. Bénéfices et limites de la subvention au carburant. À qui profite cette subvention? Notre curseur s'est donc tourné ce matin sur M. Orphée Mouélé Ndongo. Il est économiste auditeur à l'Institut de l'économie et des finances. Monsieur, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs de Gabon 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est vraiment un honneur pour moi et je vais très bien. Merci, madame. Comment on appelle les personnes qui font... C'est des bacs, quoi? Domaine musical, lorsque un rappeur, il rappe, oui, logique. Il y a quelqu'un qui répond, ça s'appelle un backer. Un backer. Donc je vais arrêter de me prendre pour une backeuse. Je dis backeuse ou backer? Backeuse. Voilà. Pourquoi vous baquez qui? Parce que là, vous avez dit à qui profite cette subvention. J'ai voulu ajouter à qui profite le crime. Alors là, c'est très grave. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, très, très, très grave. Non, vous êtes d'une très mauvaise influence. Oh là là, sur moi, oh là là, bon, Modeste comme. Alors là. Alors, monsieur Mouélé Ndongo, on parle des bénéfices et limites de la subvention au carburant, mais bien avant, c'était quoi cette subvention? Est-ce qu'on peut remettre les choses dans leur contexte? Voilà. Très bien. Alors, les subventions au carburant, c'est un mécanisme économique mis en place par l'État pour permettre de maintenir artificiellement les prix à la pompe bas. Alors, dans le cadre de la production d'un litre de pétrole, par exemple, d'un litre de pétrole, de gasoil ou d'essence, il y a tout un tas de coûts qui interviennent. Et donc, pour permettre à ce que les populations ou les consommateurs puissent avoir un coût limité ou un prix abordable à la pompe, l'État met en place une subvention qui permet de prendre en compte déjà une partie du prix et de l'enlever pour le consommateur final. À partir de là, un litre d'essence qui pourrait coûter 1 000 francs à produire va se retrouver à être vendu à 600 francs parce que l'État va payer 400 francs déjà en amont pour pouvoir faire en sorte que lorsque les prix sont à la pompe pour les marketeurs, les populations puissent avoir un prix abordable et qui soit vraiment assez limité. Donc l'État décide de subir ou de prendre sur son dos, si on dit ça comme ça, une partie de la charge. Exactement. L'État prend une partie de la charge parce qu'elle veut en même temps maintenir un niveau de prix à la pompe qui soit suffisamment stable et qui soit en accord avec les volontés des populations notamment. Mais l'État trouve cet argent où? L'État trouve cet argent dans les caisses de l'État. Logiquement, oui. Voilà. Nous sommes tous, comme on dit, nous sommes un peu tous l'État. Nous payons des impôts, nous payons des subventions. Enfin, nous avons certains mécanismes. Nous payons une redevance audiovisuelle, par exemple, lorsque nous payons notre forfait téléphonique, tout ça. Et donc, il y a des mécanismes qui permettent de financer de manière indirecte les caisses de l'État. Et l'État puise dans cet argent-là pour pouvoir maintenir des prix à la pompe qui soient stabilisés. Ah, d'accord. Donc, toutes les taxes que payent les populations vont dans les caisses de l'État. L'État qui peut prendre cet argent pour par exemple, subventionner. Voilà. C'est un exemple. Exactement. Vous vous rappelez qu'actuellement, nous sommes dans une logique de compte unique du Trésor, ce qui fait que toutes les recettes de l'État sont centralisées au niveau du Trésor public. Et à partir de là, s'il y a des taxes spécifiques, notamment dans le secteur pétrolier, l'État peut prendre cet argent-là pour subventionner. Mais dans tous les cas, il y a une volonté de stabiliser les prix et c'était une mesure sociale. Mais nous allons le voir tout à l'heure, dans le contexte dans lequel nous sommes, elle est peut-être à remettre en cause. Alors, nous avons vu tout récemment que c'était quand même une décision plus ou moins critiquée par certaines institutions internationales. Oui, exactement. Le FMI, la Banque mondiale. Est-ce que, quelque part, cette subvention a eu un impact particulier sur le budget de l'État en lui-même? Très bien. Alors, lorsqu'on analyse ces 5 dernières années, l'évolution des subventions au carburant, nous avons connu, en l'espace de 5 ans, nous avons quasiment multiplié par 2. Et il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que les autorités de Bretton Woods nous conseillent de supprimer la subvention. Mais nous sommes passés quasiment de 40 milliards il y a 5 ans à près de 106 milliards selon un rapport de la Banque mondiale de subventions au carburant. Cet argent pourrait, et c'est ça l'objectif de l'État, pourrait permettre d'être orienté dans d'autres secteurs stratégiques, notamment dans la santé, dans l'éducation ou encore dans les paiements des salaires des fonctionnaires. Donc il y a une volonté de l'État d'arrêter la subvention et de pouvoir orienter les fonds dans des secteurs
plus stratégique pour les populations gabonaises. Quels sont les arguments qu'utilisaient ces institutions-là pour... Parce qu'effectivement, on a le FMI qui disait qu'il fallait justement rationaliser ces différentes subventions, mais quels étaient les arguments utilisés? Très bien. Alors, lorsqu'on analyse les principaux consommateurs de pétrole, sinon les principaux consommateurs de carburant au niveau du Gabon, vous avez premièrement les entreprises. La SEG, par exemple, pour faire fonctionner certaines de ces turbines, ou encore les entreprises industrielles comme Sobraga ou comme Iloc, qui n'est pas fait de la publicité, ont besoin de carburant pour pouvoir faire fonctionner leurs machines. Très bien. Et ces carburants-là, pour maintenir une énergie compétitive et propre, il fallait absolument mettre en place un mécanisme qui permettrait de stabiliser les prix pour ne pas avoir des grosses charges de production. Ensuite, lorsqu'on analyse encore bien, au niveau de la population urbaine, la deuxième catégorie de personnes qui profitent de cette subvention, ce sont des populations urbaines aisées. Une personne qui a un véhicule d'un moteur V8, par exemple, qui consomme à peu près 100 000 francs de carburant par semaine, oui, effectivement, ce sont les premières personnes qui sont prioritaires. Mais on ne peut pas négliger le fait que cette subvention a pu avoir un impact social, puisque plus généralement, toutes les couches sociales de la population profitent de cette subvention, notamment un conducteur de taxi qui, pour sa plus grosse charge de production, c'est le carburant qu'il met chaque jour pour pouvoir transporter les gens. Et donc, par conséquent, si les prix sont stabilisés, ça permet de maintenir les prix du taxi, par exemple, de manière stable. Et on peut naturellement penser à une évolution dès lors qu'il y a suppression de cette subvention-là. Mais l'objectif, c'est d'orienter de manière plus stratégique les fonds alloués à cette subvention pour permettre d'avoir un impact social et économique plus fort et plus évident pour les Gabonais. C'est ça la volonté du gouvernement. Monsieur Ndongo, ce que vous êtes en train de nous présenter là, on va le dire un peu de façon simple, on a l'impression que cette subvention profitait juste aux personnes aisées ou aux entreprises, comme vous le disiez, qui ont besoin donc d'utiliser ce carburant-là pour faire tourner leur système, mais surtout aux personnes aisées. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'augmentation du prix de carburant finalement aujourd'hui avec la suppression ou la suspension de cette subvention-là? Très bien. Effectivement, on peut se poser cette question puisque la suppression de la subvention au carburant permet d'arrimer les prix à la pompe au niveau international. Ça veut dire que si le pétrole augmente sur les marchés internationaux, le pétrole augmentera à la pompe. Si le pétrole baisse, le pétrole aussi va baisser. Donc, en fait, il y a une volonté d'arrimer... Donc, le prix du carburant peut augmenter? Oui, exact. Enfin pourrait. Si le pétrole baisse, la logique voudrait que le prix du carburant à la pompe baisse aussi. Parce que les prix seront arrimés à l'évolution des matières premières au niveau du marché international. Oui. Et donc, c'est ce mécanisme-là qu'on essaie de mettre en place. Mais on ne peut pas nier l'impact que ça a pu avoir, que ça a sur les populations un peu vulnérables. Effectivement, il peut avoir des conséquences assez complexes, mais l'État peut mettre en place des mécanismes de tickets modérateurs, par exemple, pour des couches sociales peu aisées, pour leur permettre de limiter l'impact sur ces populations-là. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par là? C'est-à-dire, on sait qu'on ambitionne suspendre la subvention concernant les produits pétroliers, et puis, avant de prendre cette décision, on va commencer à mettre en place des politiques pour alléger, par exemple, le panier de la ménagère, pour soutenir les populations vulnérables, les populations défavorisées, au lieu de commencer par suspendre. Parce qu'il y aura un coût, il y aura un choc forcément. Et les populations peuvent ne pas réellement comprendre le bien fondé de cette mesure-là. Surtout que quand nos amis taximens vont se réunir et augmenter le prix du transport, ça va être ce que ça a toujours été. On l'a déjà vécu. Alors, l'État devrait trouver une stratégie, effectivement, comme vous le dites, pour pouvoir permettre de limiter l'impact de cette suppression de subventions sur les populations. On peut naturellement utiliser, par exemple, le principe de Gabonais économiquement faible, la CNAMGS, pour pouvoir utiliser ce fichier-là pour mettre en place un mécanisme de ticket modérateur, par exemple, auprès de ces populations qui leur permettrait d'avoir un impact limité sur l'augmentation. On peut, par exemple, une famille qui aurait un ticket modérateur Gabonais économiquement faible pourrait aller acheter une bouteille de gaz à 3 000 francs, par exemple, au lieu de 5 000 ou 6 000 francs en cas d'augmentation. Et donc, l'État doit mettre en place, je pense que les services techniques du ministère de l'économie et du budget, les services techniques du ministère du pétrole sont en train de plancher là-dessus pour pouvoir permettre de limiter l'impact social de cette mesure. Il faut rappeler que l'État n'a pas vocation à supprimer des avantages sociaux aux populations.
L'État n'a pas de vocation à mettre des mesures qui vont créer une polémique sociale. L'État veut, dans sa stratégie, être efficace, orienter les fonds de manière efficace afin d'avoir des résultats efficaces. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. Et souvent, lorsqu'on discute un peu avec les populations, on peut certainement penser qu'il y a une volonté de l'État encore de toucher un peu le panier de la ménagère, mais non. Il y a une volonté de l'État d'orienter de manière stratégique et efficace les fonds alloués à la subvention. Puisqu'on s'est rendu compte que cette subvention-là profite plus aux entreprises ou aux ménages les plus aisés, par exemple à l'intérieur du pays, pour nos parents qui sont à Bigou, à Oyem, à Bitam, ils ne sont pas nécessairement concernés par la subvention au carburant. Puisque dans leur mode de vie, dans leur stratégie, dans leur mode de vie quotidien, ils ne sont pas nécessairement au fait, par exemple, ils ne vont pas forcément nécessairement consommer du carburant. Mais par contre, les populations les plus aisées, qui ont des gros véhicules ou encore les entreprises qui font déjà de gros chiffres d'affaires, eux, profitent de cette manne financière-là. Et c'est ça l'objectif, que non seulement les institutions de Bretton Woods ont conseillé au niveau du Gabon, mais aussi que les réflexions menées par les services gouvernementaux de notre pays ont essayé de mettre en place. Donc, il y a une volonté vraiment d'assainir les finances publiques et d'orienter de manière plus stratégique ces fonds-là. Il y a certains qui estiment que le véritable problème n'est pas forcément ces différentes subventions, mais la gouvernance ou la gestion des ressources financières. On a par exemple Patrice Hermanassoumou qui apporte une contribution. Il dit cela, il parle de la suppression de la subvention, il dit cela fera une économie de près de 100 milliards de francs CFA pour compenser en partie le déficit budgétaire qui est celui de 5%. Donc parallèlement, les personnes physiques, comme vous venez de l'expliquer, vont pouvoir bénéficier réellement des différentes stratégies mises en place par l'État pour les soutenir. Mais Lilian Meillet-Mezué lui dit non. Parce qu'en réalité, peu importe la stratégie qu'on mettra en place, s'il n'y a pas une transparence dans la gouvernance des ressources de l'État, on aura toujours l'impression qu'il y a des populations qui subissent plus le coût que d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est la suppression de telle ou de telle autre subvention, ou alors, tout simplement, d'assainir les fonds publics et de revoir totalement la gouvernance de ces fonds-là en mettant en avant, bien sûr, la question de la transparence. Exactement. La question de transparence et de budgétaire et de la corruption est un mécanisme fondamental. En 2020, dans un rapport d'Oxfam, une ONG internationale, on chiffrait au niveau du Gabon les coûts liés à la corruption à près de 400 à 500 milliards de francs CFA de manque à gagner pour notre État. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pourquoi, en tant que pays producteur, les prix du carburant sont aussi élevés. Bien sûr. Et là, on va directement aller dans la chaîne logistique, la chaîne de production. Est-ce que la raffinerie de Sogara permet de produire à 100% de manière efficace le carburant sur place pour permettre d'avoir un coût abordable? Est-ce que le réseau de distribution de nos carburants, par exemple pour arriver à Franceville, à Okonja ou à Makokou, est-ce que ce réseau de distribution-là permet aux entreprises de limiter les charges de distribution et d'avoir un coût abordable? Donc, l'État, par exemple, en supprimant cette subvention, peut investir dans la mise en place d'un réseau routier plus optimal. L'État peut investir dans la mise en place de stratégies de santé plus optimales. Donc, en fait, il faut repenser fondamentalement le modèle de production énergétique de notre pays, parce que nous avons des pays producteurs, comme la Libye ou encore l'Angola, qui ont des prix à la pompe qui sont suffisamment bas, mais quand même qui ont aussi, et ce n'est pas seulement l'apanage du Gabon, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Angola ou encore le Congo, ces pays sont en train de mettre en place aussi des stratégies actuellement pour pouvoir supprimer les subventions au carburant. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser les fonds publics, mais surtout de repenser le modèle afin que la capacité productive du Gabon et le réseau de distribution puissent permettre de limiter les charges des marketeurs et donc au final des populations. Donc, en fait, il faut repenser notre modèle afin que nous puissions avoir une production pétrolière optimale qui puisse réduire au maximum les coûts de production. C'est en fait de ça dont il s'agit. On rappelle qu'on reçoit sur notre plateau M. Orphée Mouelendongo. Il est donc économiste, auditeur à l'Institut de l'économie et des finances. Et nous parlons donc des bénéfices et limites de la subvention au carburant. Monsieur Dongo, moi j'aimerais savoir, et vous avez déjà empiété même sur ma question de par vos explications, comment est-ce que cette suppression ou suspension de cette subvention-là rendrait notre secteur pétrolier plus compétitif? Très bien. Alors, déjà, lorsqu'une entreprise produit, elle produit pour faire du bénéfice. Et par conséquent, elle s'arrime aux évolutions du marché international.
la suppression du carburant va permettre de désasphyxier finalement financièrement l'État, mais aussi ça va permettre aux entreprises de prendre en compte de manière efficace et vraiment réelle les coûts de production. Donc ça va nous permettre de repenser le modèle pour permettre de limiter vraiment les charges. Ça veut dire que en supprimant la subvention au pétrole, si on peut investir une bonne partie de cet argent qui était dépensé chaque année pour permettre de restructurer la Sogara, par exemple, ça nous permettra d'avoir des coûts un peu moins élevés. Si, en supprimant la subvention au pétrole, ça nous permet de mettre une chaîne logistique de distribution, notamment au niveau du chemin de fer ou encore de la route, ça nous permettra au final de mettre en place des stratégies de production moins élevées. Si ça nous permet d'acheter des camions-citernes et d'optimiser le réseau de distribution pour la SGPP, par exemple, pour Sogara, pour ne citer que les entreprises publiques, ça nous permettra en fait au final de limiter. Donc l'objectif de l'État, c'est de limiter les charges productives afin de faire baisser le prix de manière efficace. C'est ça l'objectif. On produit à moindre coût, on revend à moindre coût. Exactement. Ce qui permettra non seulement d'avoir des prix bas qui soient optimaux, mais aussi de ne pas avoir de grosses charges de production, de grosses charges financières qui permettent de baisser artificiellement les coûts et au final, c'est à la charge de l'État. Et quand c'est à la charge de l'État, c'est à la charge de nous tous finalement. Effectivement. Nous payons la TVA. Exactement. Qu'il y a des taxes. Lorsque je vais prendre une bouteille d'eau dans un supermarché, je paye une TVA. Cette TVA-là rentre dans les caisses de l'État. Lorsque je travaille, chaque mois, je reçois mon salaire, j'ai une imposition à l'IRPP. Cette imposition-là, voilà, lorsque je produis mon chiffre d'affaires annuel dans une entreprise, j'ai un impôt sur les sociétés, j'ai un ISS, j'ai un minimum forfaitaire. Cet argent-là permet de renflouer les caisses de l'État. Donc finalement, c'est nous qui payons pour permettre d'avoir des niveaux de revenus stables pour l'État. Et donc l'objectif pour eux, c'est de faire en sorte que cet argent-là qu'on nous prélève soit utilisé de manière efficace. Il y a des réactions. Elsa Nguibanga qui dit « Ce qui me frappe à vous entendre, c'est le dilemme entre la logique économique et la réalité sociale. Sur le papier, supprimer les subventions redonne effectivement de l'air aux finances publiques, comme vous venez de l'expliquer, mais dans les faits, sans un mécanisme clair et de compensation, ce sont les populations les plus fragiles qui en paieront le prix. » Alors elle dit la véritable question devient alors comment concilier rationalité budgétaire et justice sociale. Très bien. Alors, il faut rappeler que ce n'est pas nécessairement tous les carburants, types de carburants qui sont concernés, notamment le kérosène et le gaz butane ne sont pas concernés par la mesure. Ça veut dire que normalement, on devrait s'attendre à une stabilité des prix du gaz, par exemple. Maintenant, l'État a mis en place, par exemple, l'État a ce qu'on appelle la CAISTAP, qui est la Caisse de stabilisation et de péréquation. Cette entreprise permet de faire en sorte que le prix du carburant à la pompe au niveau de Libreville, à la station par exemple de Bessieux, soit le même qu'à la station d'Oyem ou la station de Konja. Donc l'État met en place déjà une péréquation qui permet de stabiliser les prix au niveau national. Et cette péréquation-là coûte de l'argent. Ça coûte cher déjà. Donc il y a une volonté de l'État de mettre en place des mécanismes qui permettent effectivement de maintenir cette justice sociale-là. Et je rappelle que l'État n'a pas une vocation ou une volonté à supprimer des avantages sociaux auprès des populations. Ça, il faut bien qu'on le comprenne. L'État a une volonté d'utiliser de manière efficace les fonds publics. Donc oui, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées avec les services techniques du ministère de l'économie et du budget, avec les services techniques du ministère des Affaires sociales, avec les services techniques du ministère du pétrole, pour permettre de réfléchir à des mesures plus optimales. Donc, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je pense qu'ils sont en train de faire un travail exceptionnel pour permettre de limiter l'impact social de cette mesure-là, qui est très importante. Tenez, on a M. Rano Alogo Abessolo qui nous regarde depuis Franceville, qui dit bonjour, c'est M. Alogo. Bonjour, donc monsieur depuis Alogo. Franceville, merci de vous compter parmi nous. Je trouve que c'est une mesure antisociale qui va provoquer la gronde sociale, justement. Cette subvention permet également de contenir les coûts des transports, notamment des taxis, et nous en parlions déjà. De plus, avec le niveau de corruption dans notre pays, rien ne garantit que les économies réalisées seront utilisées pour l'investissement au bénéfice du peuple. Cela m'amène à vous poser la question, justement, les populations vulnérables. Comment est-ce qu'on les protège de cela? Très bien. Alors, je le rappelais depuis le début, il faudrait que l'État mette en place un ticket modérateur. Par exemple, lorsque vous êtes une école publique ou, je sais pas, des populations vulnérables ou gabonais économiquement faibles, entre guillemets, vous pourriez bénéficier d'une subvention partielle sur les produits pétroliers selon votre activité, par exemple. Vous avez une petite boulangerie sociale au niveau de Njolé. Votre boulangerie utilise beaucoup de carburant.
vous êtes une entreprise d'un Gabonais, l'État pourrait mettre en place un mécanisme qui fait que le boulanger de Njolé, qui utilise beaucoup de carburant et qui va se faire impacter par la mesure, puisse bénéficier d'un appui financier de la part de l'État pour permettre de faire en sorte que ces charges ne soient pas trop élevées. Donc, en fait, l'État peut mettre en place des méthodes techniques. Il y a des méthodes à mettre en œuvre. Des moyens d'accompagnement, de soutien. Qui doivent être mises en place par le gouvernement, par les directions générales, par les ministères. Et ça, ce sont des travaux qui sont en train d'être menés actuellement, je peux vous le garantir. Et donc, l'État va tout mettre en œuvre pour permettre de limiter l'impact social de cette mesure-là. Mais aussi, cet argent permettra, par exemple, de construire un dispensaire dans un département qui n'en a pas. Cet argent permettra de mettre des panneaux solaires dans un département où il n'y en a pas. Cet argent permettra de construire une école. Donc, il y a des avantages sociaux aussi qui vont être mis en œuvre. Maintenant, dans la stratégie, par exemple, de transport, l'État est en train de redéfinir la stratégie de Transurb et de Sogatra. Cet élément-là aussi n'est pas à échapper. Donc, par exemple, dans sa stratégie de transport public, l'État optimise Transurb et Sogatra pour limiter l'impact, afin que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent du taxi puissent, par exemple, trouver un bus à disposition lorsqu'ils sortent à 6 h du matin, à 8 h, 9 h. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui sont en train d'être réfléchis, pensés et analysés pour pouvoir faire en sorte que l'impact social de cette mesure soit limité. Mais ne nous fourvoyons pas. Effectivement, il y aura certainement des conséquences. Dès lors que le lendemain, je suis un cadre de la République, j'ai ma petite voiture et que mon plein de d'essence est 60 000 francs et que ça passe à 70 000 ou 75 000 francs la semaine, naturellement, il y aura un impact sur ma consommation. Mais peut-être que ça va aussi me permettre de ne pas trop me déplacer. Oui. Si je partais ça, c'est bien. Vous n'allez pas réguler les déplacements des gens, M. Ndongo. Si, par exemple, voilà, si un monsieur sortait à 21 h après le travail pour aller prendre un verre, peut-être que là, il va se dire, bon, le carburant me coûte cher, moi je rentre à la maison. J'ai toujours soutenu cette réforme de l'État. Franchement, arrêtez les subventions. Si c'est dans ce cadre-là, franchement, les autorités... C'est pas modeste comme. Il faut maintenant rationaliser aussi les déplacements. Je vous prends un exemple simple. À la période du Covid, avec tous les verres que vous prenez à 21 h. Moi, j'ai une question rapidement. Celle de Salomon Eman. Je pose cette question parce qu'elle est très intéressante. Il dit comment cette question, est-ce qu'il y a un lien avec l'OPEP? Est-ce que l'OPEP, qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, a un droit de regard sur ce type de décision? Alors, l'OPEP est un cartel pétrolier où des producteurs de pétrole s'engagent pour permettre d'influencer la quantité de production disponible de pétrole pour influencer le prix. Donc, actuellement, la stratégie de l'OPEP est d'augmenter juste un peu les quantités disponibles pour permettre de stabiliser les prix, sinon de ne pas les faire augmenter trop rapidement. Et donc, l'OPEP donne des engagements lors de ses réunions annuelles, notamment en Autriche ou encore dans les pays qui organisent. Lors de ces réunions annuelles, l'OPEP donne des orientations stratégiques à ses États membres. Et ces États sont tenus de les respecter. Actuellement, nous constatons que l'OPEP demande d'augmenter juste un peu les capacités productives de son organisation pour permettre de stabiliser les prix. Donc, cette mesure n'est pas totalement influencée par l'OPEP, au contraire, mais c'est plus influencé par les institutions de Bretton Woods et la discipline budgétaire que le gouvernement veut se fixer actuellement. D'accord. Donc, vraiment, c'est vraiment deux choses différentes, mais naturellement, l'OPEP, si dans le cadre des quotas de production du Gabon, on dit que vous devez produire à peu près 18 millions de tonnes par an et qu'on en produit soit un peu plus ou soit un peu moins, là, ils peuvent intervenir. Mais la quantité de production de l'OPEP, ça permet de stabiliser les prix à l'international. Mais l'OPEP, il faut rappeler que nous sommes un État souverain et qu'au final, ce sera les services techniques du ministère du pétrole, ce sera le gouvernement gabonais, ce sera la présidence de la République qui va prendre la décision finale. Oui, effectivement. En accord avec les réalités sociales et les volontés du peuple gabonais. Et vous avez dit peut-être 2 ou 3 fois une très belle phrase. L'État n'a pas vocation à supprimer les avantages sociaux pour les populations. C'est magnifique de terminer sur cette phrase. Oui, super. C'est vrai. Donc, oui, merci beaucoup, Monsieur Orphée Mwele Ndongo. Vous êtes économiste, auditeur à l'Institut de l'économie et des finances. Ce fut un très bel échange. Très bel échange. Voilà, quand on essaye d'humaniser l'économie, ça donne ça. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je suis sûre qu'on se reverra très bientôt. Merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi et un honneur partagé. Très bien, on va couper la subvention. C'est coupé, on va couper la subvention. Ceux-là qui ont les grandes voitures, qui consomment beaucoup le carburant, de rationaliser les déplacements. C'est la partie de cet entretien qui m'a le plus touchée. Et tant pis si ça ne plaît pas à Sirocos.